La situation actuelle entre l'Iran et les États-Unis, il semble que nous assistions à une guerre d'usure, et les deux camps se préparent. Du côté des États-Unis, ils se concentrent surtout sur le blocus et sur la pression économique exercée contre l'Iran, peut-être pour mettre l'Iran en faillite. C'est du moins ce qui est dans l'esprit de l'administration Trump. De l'autre côté, on voit que l'Iran change la donne en impliquant tous les fronts. En ce moment, il parle du Liban, du Yémen, de la Palestine, de l'Irak et de l'Iran, tous ensemble. Cela ne va pas se limiter à l'Iran et aux États-Unis. C'est cette donne qui a changé et qui s'est consolidée avec le nouveau chef du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Mohsen Rezaei. À mon avis, c'est très important. Cela montre les signes du sérieux de ce qui avait été évoqué avant qu'il ne prenne ses fonctions au Conseil de sécurité. Sur tous ces fronts à la fois. Et on voit les États-Unis redoubler d'efforts. Les États-Unis n'acceptent pas simplement tout ce que l'Iran avance. Ils redoublent d'efforts. Ils essaient de dire « Nous avons eu le problème avec l'Abraham Lincoln ». Et nous venons d'apprendre, il y a quelques instants, que les États-Unis vont remplacer l'Abraham Lincoln par un autre porte-avions. Le George Washington va s'y rendre pour remplacer l'Abraham Lincoln. Voilà ce qui se passe. Pépé. Et je sais que vous avez écrit un nouvel article que vous m'avez envoyé ici. Son titre est « Le nouveau grand jeu revisité ». Que cherchez-vous à dire sur le chaos dans lequel nous nous trouvons en ce moment? Exact. Merci de l'avoir mentionné, Nima, car c'est le premier essai publié sur une nouvelle plateforme. C'est le compte Substack de Geopolitics Prime. Je les soutiens depuis le début et ils ont lancé leur page Substack cette semaine. Et l'un des premiers essais est celui-ci. Ce sera le premier d'une longue série. Je reviendrai sur le thème du nouveau grand jeu et je le réexaminerai. C'est un sujet que j'ai commencé à traiter il y a de nombreuses années, quand j'étais encore lié à Asia Times, à Hong Kong. Beaucoup de mes longs essais, surtout durant les années 2010, évoquaient le nouveau grand jeu. À l'époque, il s'agissait surtout bien sûr des États-Unis, de la Russie et de la Chine, plus ou moins en arrière-plan. Puis c'est devenu le nouveau grand jeu entre les États-Unis et le partenariat stratégique Russie-Chine. Maintenant, le nouveau grand jeu, c'est l'Empire, une fois de plus, du chaos, des mensonges, du pillage, de la piraterie. Vous pouvez ajouter n'importe quel autre qualificatif. Et de l'autre côté, il y a les trois États-civilisations qui poussent pour un nouveau système de relations internationales, et surtout, qui organisent l'intégration de l'Eurasie. La Russie, la Chine et bien sûr l'Iran. Et l'Iran est désormais une force, une puissance. Et qui le dit en l'annonçant pratiquement comme un fait établi? Mohsen Rezaei, qui est aujourd'hui le deuxième homme le plus important en Iran, dans tous les domaines. Il n'est pas seulement secrétaire général du Conseil suprême de sécurité nationale. Il est aussi le représentant personnel du dirigeant Mojtaba Khamenei. Cela le place tout là-haut, très près de l'éclipse du soleil, tout en haut, avec une immense autorité, une immense expérience. Il a lui-même combattu pendant la guerre Iran-Irak. Il a déjà dirigé les gardiens de la Révolution. Il a été candidat à la présidentielle, donc il a naturellement suivi toutes les étapes. Il a aussi été un haut conseiller militaire du guide, bien sûr, et maintenant son représentant personnel. On peut donc dire que parmi tous les autres membres du Conseil suprême de sécurité nationale, Ghalibaf, le ministère des Affaires étrangères, etc., celui qui est aujourd'hui le plus proche de Mojtaba Khamenei, c'est Mohsen Rezaei. Celui qui reste, c'est Rezaei. Il connaît très très bien les États-Unis. Il connaît la psychologie de l'Empire. Il sait comment l'Empire fonctionne. Avant de prendre ses nouvelles fonctions, il a donné, je suis sûr que vous avez vu cette interview, un long entretien aux médias iraniens, je crois d'environ 1 heure.
J'en ai reçu une excellente traduction anglaise et je l'ai lu au moins 2 fois. C'est impressionnant. Il maîtrise tous les dossiers et, fondamentalement, il n'est pas agressif. And basically, and he's not aggressive. There's no hubris involved. Il n'y a aucune arrogance là-dedans. Il est absolument convaincu que l'Iran inflige une défaite stratégique aux États-Unis, mais il ne jubile pas. Au contraire, il dit que s'ils changent de comportement, ce sera bon pour eux. Et qu'alors, on pourra vraiment entamer une conversation entre une grande puissance et une puissance montante. Car, à ce stade, quand on voit ce qui s'est passé sur le champ de bataille, et ensuite, il faut se parler d'égal à égal. Et ils doivent nous respecter. Tous ceux d'entre nous qui savent comment fonctionne le système américain, comment fonctionne Washington, et comment les élites américaines voient le reste du monde, savent qu'une telle conversation sera impossible. Ce qui prouve à tous, une fois de plus, qu'ils ne pourront pas trouver d'issue à cette guerre déclenchée par leur président actuel. Et cela nuira à leurs propres intérêts nationaux, sans même parler de leurs intérêts géopolitiques internationaux. Mais ce n'est pas le problème de l'Iran. L'Iran sait exactement ce qu'il a fait, ce qu'il doit faire, ce qu'il a signé et ce qu'il entend respecter. Le mémorandum d'entente, les 14 points dans leur intégralité. L'Iran est confiant dans ses relations géopolitiques très importantes à travers l'Eurasie, à commencer par la Russie. Il a de très bonnes relations avec le Pakistan, des relations maintenues, je dirais, à un niveau acceptable avec la Turquie et surtout de très bonnes relations avec la Chine. Toutes ces relations ont tendance à s'améliorer, donc ils ont confiance en eux. Ils ont confiance en eux. Ils ont ajusté le fonctionnement du gouvernement et leur stratégie militaire, rien qu'au cours de ces dernières semaines, comme vous avez pu le suivre. Et c'est immensément impressionnant. Tous ceux qui analysent de près ce qu'ils font, c'est notre cas, en tant qu'analystes indépendants, ne peuvent qu'être impressionnés par la qualité de coordination de l'ensemble. Et bien sûr, ils ne sont pas pressés. Ils font durer le temps. Ils savent tout de l'immense pression qui s'exerce sur Trump de toutes parts. Et Mohsen Rezaei, par exemple, est l'un des principaux analystes de la manière dont Trump est acculé de tous côtés et aussi acculé par lui-même, par son psychisme, par sa psychologie d'enfant de 4 ans, essentiellement. Donc, il maîtrise tout ce qui se passe. Est-ce que cela veut dire que pour l'Iran, ce sera une porte de sortie de la guerre? Pas forcément. Parce que, comme vous l'avez mentionné au début, et c'est très très important, les Américains ont aussi ajusté leur stratégie. Au final, cela peut être une combinaison de facteurs, y compris quelqu'un avec un QI supérieur à 50 dans les couloirs de la Maison-Blanche. Il n'y a pas beaucoup de candidats, mais au moins l'un d'entre eux pourrait se faufiler, avoir 5 minutes avec le président des États-Unis et lui dire « Écoutez, quoi que vous fassiez, si vous continuez à faire ce que vous faites, vous allez être encore plus dans la merde que vous ne l'êtes déjà. Donc, vous devez changer de stratégie. » Et ce changement de stratégie, c'est quelque chose que beaucoup d'entre nous soupçonnaient déjà d'être la nouvelle stratégie américaine, il y a environ 1 mois, voire plus. Et c'est quelque chose que l'absolument sinistre Jared Kushner soufflait à l'oreille de Trump, une stratégie de pression économique maximale. Et c'est là qu'intervient l'autre personnage absolument sinistre, Scott Bessent. Scott Bessent est absolument convaincu qu'ils sont en train de gagner et qu'ils vont gagner une guerre de pression économique contre l'Iran. Très bien, c'est son problème. Les Iraniens, eux, n'y prêtent pas attention. Ils s'intéressent au fonctionnement de leur économie, à leur pression interne, au fait que leurs canaux de communication avec leurs voisins sont ouverts. Les voies terrestres avec le Pakistan, par exemple, pour les échanges commerciaux dans les 2 sens, sont ouvertes. Les investissements chinois sont ouverts. Tout cela.
Et même des choses auxquelles la plupart des gens ne pensent même pas. L'Iran construit un corridor vers l'Arménie pour développer ses exportations via le corridor international de transport nord-sud, en passant par l'Arménie. Et ensuite, depuis l'Arménie, depuis le Caucase, cela peut aller partout vers l'ouest. Il continue donc d'investir dans des projets d'infrastructures importants, même maintenant que la guerre n'est pas terminée. Ensuite, il y a le fait que l'Iran va devenir membre de la Banque des BRICS, la NDB. Cela pourrait être finalisé le mois prochain à Delhi, lors du sommet annuel des BRICS, ou un peu plus tard. Ce sera très compliqué, comme cela l'a été en Russie. Par exemple, la NDB ne peut pas accorder de prêts à la Russie en raison des sanctions. Il faut donc trouver un moyen de contourner le système de sanctions, afin que l'Iran puisse faire financer des projets par la NDB. Mais tout le monde devra s'y atteler, à commencer par les dirigeants de la NDB. Notre amie la présidente Dilma Rousseff, qui parfois n'est pas aussi efficace qu'elle devrait l'être, parce qu'elle est soumise à d'immenses contraintes. Ils doivent réévaluer les statuts de la NDB, pour qu'elle puisse fonctionner comme une banque, une véritable banque de développement du Sud global, ce qu'elle n'est pas encore. Et pour que les pays du Sud global puissent enfin échapper à la Banque mondiale, au FMI, au système de Bretton Woods. Ce processus a commencé, mais il est très lent. Cela va prendre beaucoup de temps. Mais si l'Iran rejoint la NDB, c'est déjà un très très grand pas, parce que l'Iran prépare le terrain pour le moment où il pourra bénéficier de ces prêts de la NDB. L'économie iranienne est évidemment soumise à d'énormes contraintes. Elle fait face à de graves problèmes. L'inflation, la dévaluation du rial et tout le reste. Mais ce train continue d'avancer. Ils ne seront pas étouffés par la pression américaine. Ils peuvent être déstabilisés par moments par certaines actions, comme les Américains l'ont fait l'an dernier lorsqu'ils ont déstabilisé le rial. Ils ont lancé une attaque spéculative contre le rial. Ils en lanceront d'autres contre le rial. Donc, si l'Iran fait beaucoup d'affaires avec la Russie, la Chine, et ainsi de suite, et qu'il contourne le dollar en utilisant d'autres monnaies, il peut être davantage protégé. Nous assistons donc maintenant à un réajustement de tout l'échiquier. Cela fait partie de ma nouvelle analyse du nouveau grand jeu. Dans ce premier essai, je me suis concentré sur la manière dont l'Iran a changé son propre jeu et sur la façon dont il peut tirer profit de sa victoire stratégique. J'ai ensuite dû analyser quelques cas précis. L'un d'eux, c'est le pacte de la Mecque, l'Arabie saoudite, le Pakistan, la Turquie. Qu'est-ce que cela signifie réellement? L'autre facteur important, c'est l'Afghanistan. Un autre facteur important, c'est la mer Caspienne. Tout cela est donc lié au cœur de l'Eurasie. Dans le prochain essai, probablement, si je le fais le mois prochain, je veux approfondir la Russie, la Chine, l'Asie centrale et le Caucase, ainsi que les relations entre la Russie, la Chine, l'Asie centrale et le Caucase. Dans celui-ci, je me concentre sur les relations entre l'Iran, la Turquie, l'Asie centrale, un peu le Caucase, mais aussi en allant jusqu'à l'Afghanistan et au Pakistan. Bon, d'accord, appelons ça ainsi. L'introduction au retour du nouveau grand jeu. C'est fascinant. Comme beaucoup d'entre vous le savent, le grand jeu originel s'est déroulé à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, entre l'Empire britannique et l'Empire russe. Il s'est terminé sans conclusion claire, mais au fond à l'avantage de l'Empire russe de l'époque. Et maintenant, bien sûr, tout tourne autour des Américains, et des Américains en guerre, pendant et après qu'ils ont subi 2 défaites stratégiques en même temps face à ces 3 États-civilisations. La défaite stratégique en Ukraine et la défaite stratégique en Iran. On peut donc s'attendre à ce que la guerre hybride, sous plusieurs formes différentes employées par l'Empire à partir de maintenant, devienne encore plus féroce qu'elle ne l'a été jusqu'ici.
than it has been so far. Pepe, que pensez-vous du pacte militaire entre le Pakistan, l'Arabie saoudite et la Turquie? Est-ce que cela va servir de base ou constituer les premières initiatives des gouvernements de ces pays pour remodeler toute la région? Ou bien y voyez-vous autre chose? Car il y avait déjà un accord entre le Pakistan et l'Arabie saoudite, et maintenant, la Turquie s'y joint. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'en pensez-vous? Eh bien, dans cet essai, j'avance quelques hypothèses. Et dans beaucoup des podcasts que j'ai réalisés récemment, c'est la même chose, parce que nous n'avons pas accès au texte intégral. Nous n'avons accès qu'à des fuites très limitées, qui mettent l'accent sur le thème de la dissuasion stratégique ou de la dissuasion crédible. Mais au fond, cela se concentre sur le fait que le Pakistan est une puissance nucléaire, et évidemment, c'est une dissuasion sérieuse. En revanche, rien sur les motivations de cet accord de la Mecque. S'il s'agissait simplement d'une question technique, il aurait été signé à Riyad. Mais nous devons prêter une attention toute particulière à la symbolique du fait qu'il ait été signé à la Mecque. Ce que les Saoudiens cherchent à projeter, c'est qu'il s'agit d'un accord qui concerne l'Oumma. Cela concerne toutes les terres musulmanes, ce n'est pas vrai. Cet accord concerne quelques dirigeants de l'Oumma, qui sont pour la plupart méprisés par leur propre peuple. C'est une toute autre histoire. Par exemple, la signature à la Mecque aurait été vraiment pertinente si certains dirigeants de l'Oumma avaient conclu un pacte signé à la Mecque pour défendre Gaza et la Palestine. L'ont-ils fait? Bien sûr que non. Ils ont donc signé un accord douteux auquel personne n'a accès. Personne ne sait vraiment ce qu'il contient, à part le blabla, l'interminable blablabla autour de la disposition de type article 5 de l'OTAN. Une attaque contre l'un est une attaque contre les trois, pour le moment. Mais il y a autour de cet accord quelques histoires annexes particulièrement intrigantes. Quel est ce pacte? Contre qui ce pacte est-il conçu? Il y a plusieurs possibilités, dont certaines sont vraiment radicales. Cela pourrait viser Eretz Israël, le grand Israël. C'est logique, surtout venant du Pakistan. Pour la Turquie, on ne sait pas, parce qu'elle ménage toujours ses options. La Turquie continue de faire des affaires avec Israël. Il suffirait d'un coup de téléphone d'Erdogan pour fermer le robinet de l'oléoduc BTC à son arrivée à Ceyhan, et pas une goutte de pétrole ne serait transportée par des pétroliers de Ceyhan vers Israël. Cet appel n'a jamais été passé. Israël reçoit donc au moins 40% de son pétrole, voire davantage, via l'oléoduc BTC qui traverse essentiellement la Turquie. Azerbaïdjan, Géorgie, Turquie. N'oubliez pas que la Turquie a la deuxième plus grande armée de l'OTAN. En fait, c'est la plus grande armée de l'OTAN après les États-Unis. C'est une meilleure façon de le dire. Et c'est le flanc oriental de l'OTAN, très important sur le plan stratégique, avec l'Anatolie qui borde directement l'Iran. Donc c'est très sérieux. Alors un pacte comme celui-là impliquerait-il l'OTAN s'il se passait quelque chose? S'il implique la Turquie, il devrait impliquer l'OTAN. Mais encore une fois, nous ne savons pas ce qui est écrit dans le texte. Ce ne sont que des suppositions. Littéralement, tout le monde, y compris les dirigeants d'autres gouvernements, regardait ce pacte et disait « De quoi s'agit-il » Est-ce que c'est contre nous? Est-ce que ça nous favorise? Personne ne le sait avec certitude. D'accord. Est-ce que c'est un pacte contre l'Iran? Ça ne peut pas l'être, pour plusieurs raisons. L'une d'elles, c'est que le Pakistan sert de médiateur entre l'Iran et les États-Unis. Et les Pakistanais se sont donné un mal fou pour se présenter aux Iraniens comme des médiateurs solides et dignes de confiance. Les contacts entre l'élite iranienne et l'élite pakistanaise sont, vous savez, quasiment quotidiens.
hebdomadaire, c'est certain, et pratiquement quotidien, sans même parler des appels téléphoniques. Ils ne compromettraient donc pas leur position en signant un pacte qui serait contre l'Iran. Hakan Fidan, le ministre turc des Affaires étrangères, a déclaré publiquement, officiellement, qu'Ankara avait appelé Téhéran auparavant pour leur dire « Écoutez, nous allons signer ce truc à Mecque. » Ça n'a rien à voir avec vous. Et évidemment, les Iraniens vont demander aux Pakistanais, ils le leur demandent déjà, de quoi il s'agit vraiment. Cela nous laisse donc avec le rôle extrêmement complexe de l'Arabie saoudite. Cela a été signé à la Mecque. MBS en a fait tout un symbole. Nous ne savons rien des décisions prises à Riyad, parce que c'est l'un des systèmes les plus opaques de la planète. Personne ne sait vraiment ce qui se passe dans les couloirs de la maison des Saouds. Bon, peut-être quelques détails, mais surtout, personne ne sait ce qui se passe dans la tête de MBS. Alors peut-être que pour lui, il s'agit de se présenter comme étant, sur le plan géopolitique, au-dessus de tout cela, et uni à ce très important membre de l'OTAN, le seul pays musulman doté de l'arme nucléaire. C'est ce que je dis. Ce qui nous amène à la question suivante. D'accord, qui sont les véritables ennemis de l'Arabie saoudite? Et cela nous donne un début de réponse, selon la manière dont ils vont manœuvrer. Cela pourrait être un pacte contre Ansar Allah, les forces armées yéménites et, disons, le Yémen libre. Mais l'Arabie saoudite a-t-elle besoin des armées turques de l'OTAN et de la puissance nucléaire pakistanaise pour combattre Ansar Allah et les Houthis? Et même si elle les avait, est-ce que cela changerait quoi que ce soit dans le combat contre le Yémen? Moins que zéro. Et le problème entre l'Arabie saoudite et le Yémen est strictement un problème entre l'Arabie saoudite et le Yémen. C'est un problème strictement entre Riyad et Sanaa, qui doit être résolu par la diplomatie entre les deux. Ce que le Pakistan pourrait faire, par exemple, ce serait jouer les intermédiaires, s'il le voulait. Il existe déjà un mémorandum, il faut s'en souvenir. Il existe déjà un protocole d'accord. Vous vous souvenez du MOU, ce chat mort, ce chat qui refuse de mourir, entre les États-Unis et enfin, il y en a un entre Sanaa et Riyad. Et qui l'a rompu? Les Saoudiens. Ils vont donc devoir respecter leur propre protocole d'accord. Celui qu'ils ont signé avec Sanaa parce qu'ils se faisaient botter le cul. Ils ont donc dû signer ça en 2019. Alors, quand on examine toutes les cibles possibles de ce pacte, en réalité, pas grand-chose ne tient. Sauf, à l'avenir, contre le culte de la mort. Israël. Là, ça aurait du sens. Pour le Pakistan, Israël est un ennemi farouche, et réciproquement. Pour la Turquie, beaucoup de fous dangereux en Israël avaient déjà annoncé publiquement que le prochain ennemi à combattre, après l'Iran, ce serait la Turquie. Et l'Arabie saoudite, c'est compliqué, parce qu'il y a beaucoup de parties en jeu. Pas seulement la Turquie et l'occupation de la Syrie, qui est l'un des grands problèmes pour la Turquie. Vous avez raison, et l'occupation de la Syrie. Exactement. Nous allons y venir par un autre biais, qui est encore plus intéressant. D'accord, donnez-moi une minute, juste pour terminer sur l'Arabie saoudite. Il y a des liens très étroits entre les sionistes et la maison des Saouds. Donc c'est compliqué. Et bien sûr, il y a la pression américaine sur la maison des Saouds. Pression, manipulation de la maison des Saouds contre le Yémen et contre l'Iran. Ou, pour le dire encore plus crûment, les Américains ont manipulé la maison des Saouds contre l'axe de la résistance. Cela ne s'arrêtera pas. Et il y a un autre facteur de complication, probablement le facteur décisif. L'Arabie saoudite n'a pas d'argent. En Arabie saoudite, tout l'argent est à Londres et à New York. Alors, devinez qui contrôle leurs fonds. Ils ne sont donc pas souverains. Ils ne sont pas indépendants. Ils ne peuvent pas prendre leurs propres décisions. C'est pour cela qu'ils temporisent toujours. C'est pour cela qu'ils ont dit qu'ils deviendraient membres des BRICS et qu'ils n'en sont toujours pas membres.
Ils sont de l'autre côté du mur. Ils n'ont pas dit, d'accord, nous refusons. Ils disent d'accord, nous acceptons, mais ils n'ont rien dit et ils ne sont pas membres à part entière. Donc rien de ce qui vient d'Arabie Saoudite n'est fiable à un niveau cosmique. La maison des Saouds, la Syrie. Les dernières nouvelles de Syrie nous montrent une démonstration fascinante de l'Iran. Graphique en fait. En gros, ils disent au nouveau, comment pourrais-je le décrire? L'ancien égorgeur ou chef coupeur de tête d'Al-Qaïda en Syrie. Coupeur de tête. De tête. Exactement. Désolé, je pensais à autre chose. L'ancien égorgeur et coupeur de tête, ancien chef d'Al-Qaïda en Syrie et ancien chef de Daesh en Syrie, reçoit un message indirect qui apparemment a été transmis par les Iraniens. Devinez par qui? Par les Turcs. Donc les Iraniens ont envoyé le message à la Turquie. La Turquie a transmis le message à Damas. Si vous faites quoi que ce soit pour vous ingérer au Liban et aller contre le Hezbollah au Liban, vous n'êtes même pas fichu. Vous êtes complètement grillé. Vous aussi coupeur de tête dans votre palais luxueux à Damas. Apparemment, ils ont reçu le message. Cela signifie donc, une fois de plus, qu'il y a de sérieuses raisons pour qu'une résistance syrienne commence dès maintenant à s'organiser, avec l'aide, une fois encore, de l'Iran et du Hezbollah. Et tôt ou tard, l'arrangement actuel à Damas s'effondrera. En fait, il s'effondrera. C'est une question de temps, n'est-ce pas? Et les Turcs ne peuvent pas faire grand-chose contre ça. Les Turcs sont déjà trop dispersés. Ils ne peuvent pas gérer ce corridor d'Alep à Damas. Ils n'en ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens militaires. Ils n'ont pas l'argent. Ils n'ont rien. Donc cette situation finira par s'effondrer, tôt ou tard. Pour l'instant, elle est soutenue, essentiellement par les Américains. Indirectement, en fait. Et bien sûr, si Israël commet, je dirais, des horreurs supplémentaires contre la Syrie, au-delà de celles qu'il a infligées au sud du Liban, l'axe de la résistance répondra. Parce que la nouvelle stratégie, ajustée, de l'axe de la résistance est désormais beaucoup plus offensive. Jusqu'ici, elle avait été défensive. Et c'est tout en ce qui concerne la réorganisation du gouvernement iranien, en ce qui concerne les... Enfin, ce sont nos amis au Yémen. Ce sont vraiment des durs à cuire. Si vous vous en prenez à eux, vous aurez de très très gros ennuis. Et bien sûr, le Hashd al-Kaabi en Irak, qui a été directement attaqué par le duo États-Unis-Arabie Saoudite. Il y aura donc une réponse, ou plusieurs réponses. L'axe de la résistance est donc mobilisé, entièrement mobilisé. Et ce nouvel accent mis par l'Iran sur l'idée de passer à l'offensive ne s'applique pas seulement à l'Iran, mais à l'ensemble de l'axe de la résistance. Donc nous avons les deux côtés, les deux camps sont dessinés. Nous ne savons pas comment les États-Unis vont gérer, surtout en année électorale, à l'approche des élections de mi-mandat, leur soutien à Israël ou leur divergence avec Israël, ni comment ils vont gérer la défaite stratégique en cours face à l'Iran. Et bien sûr, il y a tout ce qui est juste devant nous. La crise économique mondiale, la crise économique américaine, l'épuisement des réserves stratégiques de pétrole, et ainsi de suite. Et si l'Arabie Saoudite tente quoi que ce soit de plus audacieux, c'est très très simple. Elle sera totalement bloquée en mer Rouge. Elle est déjà partiellement bloquée. Elle peut encore s'échapper par le détroit d'Ormuz. Mais en gros, elle ne peut pas exporter de pétrole par la mer Rouge et le détroit de Bab el-Mandeb. Elle est aussi soumise au blocus yéménite. Et s'ils essaient de faire les malins, les Yéménites les ont déjà prévenus. Dites adieu à l'oléoduc Est-Ouest, dites adieu à Yanbu et dites adieu à vos autres ports sur la mer Rouge. C'est tout. Vous ne pourrez pas exporter une seule goutte de pétrole. Et les Yéménites ont tout ce qu'il faut pour y parvenir. Donc voilà, encore une fois, comment l'échiquier bouge littéralement de minute en minute,
en permanence, avec de nouvelles reconfigurations. La plus importante, celle qui conditionne tout ce qui se déplace sur l'échiquier, c'est cette réorganisation au sommet du gouvernement iranien. Alors il faut prêter attention à chaque mot qui vient de Mohsen Rezaei. Il a un compte X et son compte X bouge. Il y a toujours quelque chose. And his X account moves. There's always something.